l'heure de vous informer, chers téléspectateurs, à présent, les titres. Au sommaire de ce journal, la Direction générale des impôts a permis de passer en revue les résultats des 3 premiers mois de l'année 2025. À suivre dans ce journal le débat sur les grands enjeux de gouvernance, le forum économie et gouvernance, les femmes en parlent. Vous le verrez dans cette édition des stations JNCS qui ont été remises au ministère de la Construction. Le 28 avril de chaque année est célébrée la Journée mondiale de la sécurité. Cette année, par anticipation, une activité est organisée par la Société africaine d'entreposage des produits pétroliers. Plus de précision tout de suite. Répondre à ce rendez-vous de chaque jour sur Business 24 est un plaisir pour nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition du journal télévisé. En actualité, une rencontre de travail de la Direction générale des impôts a permis de passer en revue les résultats des 3 premiers mois de l'année 2025. Par la même occasion, l'ensemble des services de la DGI s'est accordé sur les perspectives pour le deuxième trimestre 2025 au regard du thème central de ce séminaire, l'apport du renseignement dans la mobilisation des recettes fiscales avec Ange Assemien. Voyons ensemble le résultat chiffré de la DGI au premier trimestre de l'année suivante. Au départ, l'objectif global de recettes assignées à la Direction générale des impôts au titre du premier trimestre 2025 s'établissait à 1116,8 milliards de francs. Résultat des courses à date, les réalisations des recettes enregistrées de l'ensemble des services de la DGI se chiffrent à 1107,3 milliards de francs CFA, soit un écart négatif de 9,5 milliards de francs CFA. Comparativement aux réalisations du premier trimestre 2024 qui se chiffraient à 913,1 milliards de nos francs, les réalisations de 2025 sont en hausse de 194,2 milliards, soit un taux de progression de 21,3%. Cette contre-performance relative, mais qui a quand même une contre-performance, pourrait s'expliquer entre autres la difficulté de mise en œuvre de la réforme de l'impôt foncier, qui constitue pour nous un véritable défi, le retard accusé dans l'implémentation de certaines dispositions de l'annexe fiscale 2025, notamment la mise en œuvre de la facture normalisée électronique. Il y a également notre réseau informatique. Malgré ces résultats qui sont en deçà de l'objectif, les projections de recettes attendues au titre du deuxième trimestre s'élèvent à 1542,9 milliards de francs CFA, soit une progression de 39,33% relativement aux recettes du premier trimestre 2024. Afin de réaliser ces objectifs, il est plus qu'essentiel pour les services de la DGI de relever d'ardeur en vue d'accroître significativement les recettes en capitalisant les recommandations du séminaire bilan annuel de l'exercice budgétaire 2024 et en mettant en œuvre celles issues du présent séminaire. De même, il est impératif de poursuivre la mise en œuvre des mesures d'administration fiscale entamées en 2024 en vue de renforcer les acquis de la DGI. Le séminaire bilan de la Direction générale des impôts a été aussi l'occasion de proposer des pistes d'exploitation optimale du renseignement à des fins fiscales à travers un suivi constant des résultats des contrôles. Les femmes investissent le débat sur les grands enjeux de gouvernance. Le forum économie et gouvernance, les femmes en parlent, initié par le cabinet Kaizen, a réuni à l'hôtel Pullman d'Abidjan Plateau des experts autour des thématiques majeures, durabilité environnementale, inclusion financière et cohésion sociale. Une deuxième édition marquée par des prises de position fortes, nous dit Générosa Quadio. Climat, inclusion financière, cohésion sociale. Des thématiques au cœur du développement durable discutées par des femmes engagées. C'était lors de la deuxième édition du Forum Économie et Gouvernance, les femmes en parlent, organisé à Abidjan par le cabinet Kaizen. Il a réuni des voix fortes autour de panels d'experts, des masterclass, des débats interactifs. Une initiative portée par le cabinet Kaizen avec à sa tête Linda Afinkwasi,
qui veut faire bouger les lignes. Alors le forum est sa deuxième édition. L'initiative est née en fait de la création et de l'autonomisation des femmes tout en ayant un système complémentaire dans notre écosystème. On parle souvent de féminisme, mais notre objectif n'est pas de travailler sur le féminisme, mais de plutôt permettre à la femme de pouvoir de façon complémentaire prendre sa place, s'outiller, se former et avoir accès à des rôles plus importants, à passer ce plafond de verre comme on l'appelle, mais également comprendre l'écosystème, son fonctionnement et surtout fonctionner dans la droite ligne de la gouvernance qui est un levier pour notre économie. La gouvernance d'entreprise face aux défis de durabilité et de changement climatique est le premier thème abordé. À ce sujet, les intervenants appellent à une responsabilité partagée entre secteurs public-privé. Pourquoi renforcer la gouvernance dans la durabilité? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les éléments de progression et de croissance intrinsèque d'entreprise sont liés à sa capacité à rester dans le long terme et surtout à avoir moins d'impact sur l'environnement. Le deuxième panel explore le lien entre gouvernance, inclusion financière et cohésion sociale, notamment dans un contexte africain où les inégalités persistent. Nous avons traité des termes de la gouvernance, les principes de la gouvernance. On en a identifié 4 principaux, donc la transparence, la redevabilité, la participation de toutes les parties prenantes et enfin la performance. Et la mise en œuvre de ces principes contribue à favoriser l'inclusion financière qui est un processus holistique qui permet de s'assurer que tous les acteurs d'un écosystème utilisent des services financiers de façon active. À travers ce rendez-vous, le cabinet Kaizen confirme sa volonté d'ouvrir le débat et d'impliquer toutes les couches sociales dans la transformation des politiques économiques. Toujours en actualité, prenons à présent l'actualité du marché ivoirien de l'artisanat MIVA en sigle. Il s'est tenu à Abidjan en marge du marché ivoirien MIVA édition 2025 qui se déroule actuellement au parc des expositions d'Abidjan. Un panel d'échanges sur le thème artisanat, femmes et transformation. Les échanges ont tourné autour de la nécessité de renforcer la visibilité des activités féminines dans le secteur artisanal en Côte d'Ivoire. Suivez. Artisanat, femmes et transformation, c'est ce thème qui a fait l'objet de l'échange entre les panélistes ce jeudi 24 avril 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. Ce thème met en lumière le rôle essentiel des femmes dans le secteur artisanal. Elles représentent 22% des artisans avec une présence forte dans les domaines de l'agroalimentaire, restauration, textile, etc. Qui mieux que Koulibaly Alimata pour présenter la situation de la femme entrepreneur ivoirienne. Elle a partagé son expérience au cours du panel avec le public. Les activités fait main, le travail fait main est valorisé parce que chacune, dans son domaine d'activité, connaît et sait ce qu'elle fait, elle sait vendre. Mais comment aller plus loin? Pour aller plus loin, on a obligatoirement besoin de l'appui institutionnel, l'appui de l'État. Cependant, des obstacles demeurent et les pistes de solutions sont évoquées. Il faut que les femmes s'impliquent dans l'artisanat et qu'elles comprennent que l'artisanat qui a un héritage ancestral doit aujourd'hui s'appuyer sur la digitalisation qui est une des contraintes majeures aujourd'hui. Elles ne peuvent pas faire autrement, mais justement parce que la digitalisation facilite l'achat, facilite la vente, facilite l'innovation et je crois qu'on peut compter sur elle. Les artisans sont surtout dans l'informel et les femmes donc surtout. Donc il est important de les aider, de continuer à les aider à se formaliser pour bénéficier des opportunités qui existent au niveau du secteur public qu'au niveau des marchés internationaux ou des opportunités les partenaires techniques et financiers. Il faut aussi, pour réussir et permettre à la femme d'être pleinement impliquée dans le secteur artisanal, renforcer la visibilité des activités féminines dans le secteur et favoriser leur insertion dans des branches où elles sont encore sous-représentées. Ce panel sur le thème du MIVA a fait l'objet d'échanges entre le public et les panélistes.
On reste au parc des expositions d'Abidjan avec cet autre panel important sur le thème développement et promotion de l'artisanat. Ce panel de haut niveau a réuni un parterre d'invités spéciaux du ministre du Commerce et de l'Industrie venu à Abidjan dans le cadre de la 6e édition du marché ivoirien de l'artisanat. Encore des propos recueillis par Pierre Tebeu. Développement et promotion de l'artisanat, c'est le thème qui a réuni sur ce panel Jacqueline Lydia Mikolo, ministre en charge de l'artisanat de la République du Congo, Sefako Clara, présidente de la Commission nationale au sein du Parlement en charge du développement des petites et moyennes entreprises sud-africaines, et le ministre Souleymane Diarra-Souba de la Côte d'Ivoire. On apprend que les réalités des artisans sont les mêmes au Congo, en Côte d'Ivoire qu'en Afrique du Sud. Mais le géant de l'Afrique a su tirer l'essentiel dans le secteur de l'artisanat. Au Parlement, la Commission nationale en son sein a un mécanisme de suivi pour s'assurer que ces fonds-là qui ont été votés et mis à la disposition des différents ministères soient immédiatement effectifs et mis à la disposition donc, des artisans, ainsi de suite. Donc c'est ce mécanisme que nous avons mis en place. Le Congo et la Côte d'Ivoire semblent poursuivre des réformes pour formaliser le secteur de l'artisanat. Donc l'entrepreneuriat était encore une notion assez nouvelle il y a encore 3 décennies en République du Congo. C'est pour dire que le chemin à rattraper était très lent. Donc il fallait des politiques vigoureuses, ambitieuses pour amener les Congolais à se tourner vers l'entrepreneuriat, à reconnaître l'artisanat, à valoriser l'artisanat. Avec toutes les réformes que l'État fait, avec aujourd'hui la possibilité d'avoir de la commande publique de l'État et tout le soutien pour améliorer leur compétitivité et les vastes marchés africains que nous avons aujourd'hui, je pense que les artisans d'aujourd'hui seront, comme je l'ai indiqué, les champions de demain. L'artisanat africain est un artisanat riche et la clé du développement de notre continent. Derrière cette richesse et développement se cache la question de la visibilité des produits qui trouveront solution que si les pays lèvent les barrières qui empêchent le commerce intra-africain. Toujours en Côte d'Ivoire, sachez que le système intégré de gestion du foncier urbain se modernise. Et ça, grâce à l'appui de la Banque mondiale via le projet PARU. Des stations GNCS ont été remises au ministère de la Construction, une avancée majeure pour la précision des données foncières et l'urbanisation maîtrisée du pays. Konena Norgo nous en parle. C'est une technologie de rupture qui entre au service de la gestion foncière en Côte d'Ivoire. Les stations permanentes GNSS Global Navigation Satellite System, remises ce mercredi 23 avril au SICFU, vont transformer la précision du positionnement géographique. Le matériel qui a été remis aujourd'hui, c'est un matériel GNSS. GNSS en anglais, Global Navigation Satellite System. C'est un ensemble de matériel qui permet de repérer de façon précise des parcelles au sol à partir des signaux émis par les satellites. Pour comprendre simplement les choses, 2 parcelles contiguës voisines mal mesurées arrivent à la superposition. S'il y a superposition des parcelles, il y a superposition de droits. Et s'il y a superposition de droits, 2 personnes vont réclamer la même parcelle avec des documents administratifs. Évidemment, cela conduit ces personnes devant les tribunaux. Et donc c'est pour éviter les litiges fonciers, pour régler durablement la question foncière à Abidjan, que cet équipement est donné, de telle sorte que les mesures sur le terrain des parcelles soient précises pour éviter des chevauchements qui vont entraîner des litiges devant les tribunaux. Un équipement de dernière génération qui permet désormais aux géomètres de collecter les données dans un rayon de 50 km contre 5 km auparavant. Une avancée rendue possible par l'appui financier et technique de la Banque mondiale via le projet d'amélioration de la résilience urbaine PARU. Il a fallu acquérir des équipements qui soient suffisamment fins dans les mesures qu'ils font pour permettre d'éviter justement les superpositions, les chevauchements. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui avec ces équipements qui nous sont offerts dans le cadre du PARU. Ces stations permanentes GNSS seront prochainement déployées dans les villes d'Alépé, Azaguié, Dabou et Assini.
Autre information, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle et le Bureau ivoirien du droit d'auteur ont organisé un atelier de formation avec les étudiants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle à la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cette célébration s'est déroulée sous le thème « La propriété intellectuelle et la musique, vibrer au rythme de la propriété intellectuelle ». Cette activité visait donc à inculquer aux étudiants les mécanismes de protection de leurs différentes œuvres de création. Ce reportage est signé Michel Brou. La musique en tant qu'art universel et vecteur d'émotion occupe une place importante dans la culture ivoirienne et au-delà. Chaque année au mois d'avril, cette discipline est célébrée dans le monde. C'est tout le sens porté à cet atelier de formation du Burida et l'OIPI avec les étudiants de l'INSAC. Les organisateurs ont voulu sensibiliser les étudiants aux enjeux liés à la protection de leur création musicale, qu'il s'agisse de composition musicale, de paroles ou d'autres formes d'expression artistique. Il était important pour nous de venir expliquer à nos apprenants, aux étudiants de l'INSAC, aux enseignants de l'INSAC, ce que c'est que le droit d'auteur. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre réellement de la protection de leur création, comment ils doivent s'y prendre pour encadrer leur création, les déclarer et leur dire également tout ce que le Burida met en place comme outil pour les prendre en charge eux-mêmes, mais également pour valoriser leur création. Aujourd'hui, au niveau de l'espace OAPI, on a adopté aussi un dispositif de protection de ce qu'on appelle les marques sonores. Et donc, qui dit marque sonore fait référence à tout ce qui est création artistique également. Donc, c'est l'occasion pour nous de présenter cet outil-là, ce dispositif aux étudiants, aux enseignants, pour que dans le cadre donc, de la protection de leurs œuvres, ils puissent exploiter au mieux ce mécanisme qui leur permettra de vivre décemment donc, de leur création. Cet atelier a été une véritable opportunité pour les étudiants et l'administration de l'INSAC de prendre conscience de l'importance de la propriété intellectuelle dans leur environnement professionnel. C'est une initiative que nous acceptons, que nous louons et nous souhaitons que cette initiative soit répétée chaque année pour que les étudiants qui sortent d'ici soient des hommes avertis sur ces questions-là et qu'ils ne soient pas des novices. On n'était pas au courant de tout ce qui se passait concernant le droit d'auteur. Mais aujourd'hui, grâce à cette formation, on a pu avoir de très bonnes informations. En fournissant aux étudiants les clés nécessaires pour protéger leur création, l'OIPI et le Burida démontrent leur engagement en faveur d'une génération d'artistes éclairés, responsables et respectueux des droits de chacun. Parlons d'une autre journée mondiale, cette fois de la sécurité. Tous les 28 avril est célébrée la journée mondiale de la sécurité. Cette année, par anticipation, la Société africaine d'entreposage des produits pétroliers, SAEP en sigle, a organisé une activité dans l'intention des travailleurs et partenaires. Les détails avec Anja Semien. La Journée mondiale de la sécurité, GMS 2025, célébrée avant l'heure à la Société africaine d'entreposage des produits pétroliers, ce jeudi, employés et partenaires ont tenu à marquer le coup pour attirer l'attention sur la sécurité au travail. Cette année, les activités se sont déroulées autour du thème « Agissons ensemble pour garantir la fiabilité de nos barrières critiques et faire face aux situations dégradées ». Objectif, sensibiliser sur les barrières afin d'éviter ou de limiter l'escalade des événements à risque pouvant survenir au sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, cette journée s'inscrit dans le cadre des sensibilisations qu'on fait sur les aspects sécurité. Et ça a été une très bonne opportunité dans la mesure où on a reçu dans ce cadre-là la grande hiérarchie de Total Énergie au niveau de compagnie qui était avec nous. Nous avons mis en place des barrières critiques. Donc ces barrières critiques-là vont encadrer 6 grandes catégories. Donc les 6 grandes catégories ont été énumérées et SAEPP a mis les moyens à disposition pour pouvoir baliser tous ces équipements critiques-là pour éviter qu'on ait des accidents. Chaque action compte pour que cela puisse compter chaque jour pour nous afin que nous soyons en toute sécurité lorsque nous travaillons. Créée en 2008, la SAEPP a pour mission d'assurer l'approvisionnement régulier de ses clients en gaz butane.
Poursuivons ce journal. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, en partenariat avec le cabinet Africa Énergie Transition Service, ont clôturé la deuxième édition du Cap Green qui était autour du thème « Le secteur privé, catalyseur des CDN pour une Afrique résiliente, de l'ambition à l'impact ». Une initiative qui a permis aux participants ainsi que des partenaires de trouver un centre d'intérêt qui permet de contribuer à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Détail. La deuxième édition de Cap Green, qui a permis d'explorer les défis et opportunités liés aux différents sujets tels que la finance climatique et les énergies renouvelables, comme convenu, s'est clôturée ce 23 avril, un moment de partage inoubliable pour les participants. Cap Green est un événement majeur de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire parce que cette activité, ce forum permet de réunir tous les acteurs qui travaillent sur à la fois la transition énergétique et la transition écologique. Aujourd'hui, en termes de perte de biodiversité, cela est énorme. Et donc nos initiatives visent à pouvoir restaurer les écosystèmes, à restaurer donc des forêts pour faire en sorte qu'on ait donc des exploitations résilientes face aux menaces que nous avons du changement climatique. C'était très concret, focusé, avec beaucoup d'informations concrètes. Pour rappel, le biocarburant, la capture du CO2 et du méthane, la biodiversité ou encore les villes durables, ce forum a réuni près de 200 décideurs publics, chefs d'entreprise, scientifiques et experts. Les conférences de la mairie d'Adjamé, tel est le nouveau concept initié par le maire de cette commune. Les conférences de la mairie d'Adjamé sont un cadre d'échange entre les jeunes en quête d'emploi et des personnes influentes pour les inciter à l'entrepreneuriat. Cette première conférence a eu lieu le mardi 22 avril dernier et avait pour but inviter Christelle Meledj Benaya, le compte rendu avec Philippe Zabo. Je suis d'Adjamé, je peux et je vais réussir. Tel était le thème de la première conférence organisée par la mairie d'Adjamé. Initiée par le magistrat du poumon économique du district d'Abidjan, cette rencontre visait à encourager la jeunesse à saisir les opportunités qu'offre la commune. La conférence de la mairie, c'est une initiative à l'endroit des jeunes pour le partage des expériences vécues. Et c'est pour cette raison que nous invitons à chaque moment, toutes les personnes qui ont eu un vécu, qui puissent parfaire l'expérience de notre jeunesse, la jeunesse d'Adjamé. C'est pour cette raison que nous avons initié les conférences de la mairie d'Adjamé. La conférence a été animée par Meledj Christelle, journaliste télé et fille d'Adjamé. Son coaching a mis l'accent sur les sacrifices nécessaires pour réussir dans la vie. Le maire même est un exemple parce que, comme je le disais, je l'ai connu en tant que président de fédération jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Mais je vous assure que celui qui travaille, qui met de la diligence dans son travail, qui se dit qu'il peut arriver à une destination, qui apprend de nouvelles choses, qui se forme, qui travaille et qui gère son entourage, qui choisit ses amis avec stratégie, cette personne-là peut réussir. Un message qui a fortement résonné auprès des jeunes. Le message qu'il faut apporter à la jeunesse est l'acceptation. Il faut accepter d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Même à 50 ans, à 100 ans, on peut toujours apprendre. Acceptons d'apprendre et ça y va de notre développement personnel. La conférence avait pour parrain Adama Koulibaly, maire de Dabakala, lui aussi originaire d'Adjamé. Place à la santé à présent, l'ONG Ciel Bleu, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le cancer, ont initié une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus au profit des femmes démarchées. Cette caravane de dépistage a débuté le 23 avril et s'étendra jusqu'au 24 mai prochain. Notre reporter Philippe Zabo a assisté au lancement de cette campagne dans l'enceinte de la mairie de Yopougon. Suivons ensemble sa reportage. Tout avait bien commencé à la mairie de Yopougon, où les femmes des marchés
s'étaient réunis pour un dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Mais la pluie s'est invitée. Loin d'être découragées, elles se sont réfugiées dans une salle plus grande, déterminées à écouter et poser leurs questions sur ces cancers. Un engagement qui confirme l'importance du sujet. Il faudrait savoir que le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus sont les deux premiers cancers de la femme. Le cancer du sein en première position avec environ 3800 cas, nouveaux cas et 2092 décès. Le cancer du col de l'utérus avait environ 2300 nouveaux cas et 1497 décès. Nous sommes venus en tant que professionnels de santé parler de la maladie, montrer l'importance du dépistage, l'importance de réaliser le dépistage selon les recommandations qu'on aurait données pour éviter la maladie ou encore pour vite voir la maladie et se faire guérir. Notre cible, c'est les femmes qui sont au marché. Comme elles l'ont si bien dit tout à l'heure, elles n'ont pas le temps. Quand elles se lèvent le matin, elles se retrouvent au marché. Elles rentrent le marché à 6 h ou à 5 h parfois, c'est pour en sortir à 21 h quelquefois. Et donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller vers elles? Parce que leur santé nous tient à cœur. Mieux vaut prévenir que guérir. Il y a eu une première séance en 2023 à Figayo et on a dépisté beaucoup de femmes et on a trouvé des femmes qui portaient le cancer sans le savoir. Après avoir entendu les organisateurs, la présidente des femmes des marchés a lancé un appel. On lance l'appel à toutes les autres femmes, que tu sois femme du marché, que tu sois femme des ONG, femme des associations, en tout cas toutes les femmes de notre commune, de venir se faire dépister ce matin et de continuer parce qu'elles diront où après nous pouvons partir après cette séance-là. La campagne de sensibilisation et de dépistage se poursuit du 7 au 10 mai à Adjamé et du 22 au 24 mai à Cocody. Au nord de la Côte d'Ivoire, la 3e édition du Worodougou Logba vient de se clôturer à Séguéla. Pendant 3 jours, cet événement d'envergure a réuni les forces vives de la région pour favoriser son développement économique et culturel. Entre moments forts, initiatives et projets ambitieux, notre reporter Ibrahim Noolo nous plonge au cœur de cette activité. La 3e édition du Worodougou Logba s'est tenue du 19 au 21 avril 2025 à Séguéla. Pendant 3 jours, cet événement économique et culturel a rassemblé acteurs économiques, autorités locales et communautés autour des projets ambitieux pour le développement du Worodougou. La cérémonie d'ouverture a débuté par une marche d'hommage au feu Premier ministre Ahmed Bakayoko. S'en est suivi des allocutions de la présidente du comité d'organisation puis du représentant du maire. Dans son message, le parrain de l'édition, le sénateur Diomandé Lassina, a affirmé que le thème de cette édition inspire un véritable espoir pour les producteurs de la région. Le choix du thème de la présente édition du Worodougou Logba, à savoir production et transformation locale pour une meilleure plus-value de nos produits, est plus que d'actualité, car c'est tout le bonheur que nous, population, souhaitons pour tous nos produits. Nous agissons et nous continuerons d'agir pour bâtir les fondations solides des agropoles industriels régionaux. Vient alors le moment tant attendu, la coupure du ruban symbolique par le président du conseil régional Boaké Fofana. Moment symbolique et solennel, ce geste du ministre a officialisé l'ouverture du Worodougou Logba. Une visite des stands a montré que les expositions ventes ont mis à l'honneur les produits agricoles et artisanaux de la région. Il faut peut-être encourager ces gens-là à véritablement commercialiser leurs produits, les encadrer. Et surtout l'initiative d'organiser une foire commerciale ici. Peut-être qu'il faut qu'on regarde ça ensemble avec les élus, avec le conseil, les municipalités, voir comment on peut donner plus de visibilité. Les participants ont visité l'usine de transformation Nord Akajou et la zone agropole. Ils ont découvert les étapes de transformation de l'anacade. À l'usine, nous avons vu comment l'anacade est transformée. Vraiment, je suis émerveillée. Dès que je rentre au village, je vais regrouper les parents pour les sensibiliser à bien traiter les produits pour avoir beaucoup d'argent. Le Worodougou Logba 2025 a mis en lumière les atouts économiques, culturels et agricoles de la région, tout en ouvrant des perspectives prometteuses pour son développement futur. À l'année prochaine pour la 4e édition.
Toujours à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la population de Voué-Boufla a désormais son festival. Il s'agit du Festival des Arts et Cultures dans la localité de Zouénoula. La première édition s'est tenue dans ce village le week-end pascal avec plusieurs temps forts. Les organisateurs ont voulu, à travers ce moment festif et de rencontre, valoriser la richesse culturelle, mettant en lumière l'un des leurs désigné meilleur leader par la jeunesse. Pierre Tebeu pour plus de précisions. Le Festival des Arts et Cultures de la sous-préfecture de Voué-Boufla s'est ouvert par un vibrant hommage à la richesse culturelle de la localité, mettant en lumière la sagesse ancestrale et l'imaginaire collectif à travers une première journée entièrement dédiée aux contes et légendes. Copié sur les autres cultures, ce festival célèbre l'authenticité d'un héritage qui perdure au fil du temps. Le festival répond à plusieurs critères. Parce que tout peuple gouro, nous nous réunissons difficilement. Sinon, ce n'est qu'aux funérailles nous nous réunissons. Voilà pourquoi nous avons décidé désormais de copier sur les autres peuples, de nous asseoir et réfléchir et créer un festival afin que chaque année, on puisse se retrouver. Il invite chacun à plonger dans l'âme profonde de la culture, là où les histoires deviennent des passerelles entre hier et demain. Très heureux de recevoir M. Bolibi Zéphirin, d'avoir réuni des régies, d'engendrer, d'égorger toute la chefferie traditionnelle, non seulement la chefferie traditionnelle de Voué-Boufla, mais la population de Bango-Fla. Il y avait une division, et grâce à lui, voilà, il y a la paix. Bango-Fla, c'est un gros village qui n'a pas de centre de santé. Et beaucoup de fois, nous sommes confrontés à des difficultés. Donc, on demande de l'aide aux autorités. La jeunesse a saisi l'occasion de cette première édition pour célébrer l'un des leurs, Bolibi Zéphirin, désigné meilleur leader. Un trophée lui a été remis à cette occasion. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.